certaines copropriétés ont dû, malgré elles, souscrire des contrats à des prix totalement fous qui pouvaient aller jusqu'à x7, x8. Quelles sont les déperditions, quels sont les points d'amélioration qu'on pourrait apporter. Ensuite, on passe dans une autre phase, à savoir la technicité du dossier. Je pense que c'est une enveloppe sur laquelle, aujourd'hui, les gens qui achètent doivent de plus en plus se renseigner. Si vous voulez faire d'un appartement qui est classé G, si vous envisagez d'être un propriétaire bailleur et de le mettre en location, vous ne pouvez plus rien en faire aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est l'espace IMO dédié pour les investisseurs qui éclaire les investisseurs immobiliers. Tous les mois, nous accueillons des personnes expertes dans le secteur de l'immobilier afin d'échanger avec eux sur leurs connaissances, sur leur vision du marché de l'immobilier. Je vous invite dès à présent à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer de nos prochains contenus. Alors aujourd'hui, on va échanger ensemble sur le syndic et la gestion des dépenses énergétiques. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Aguera. Bonjour Raphaël. Bonjour. Tu es dirigeant associé chez TCRIM. Absolument. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter TCRIM et ton parcours? Bien sûr. Donc Raphaël Aguera, qui exerce depuis près de 25 ans dans l'administration de biens sur Lyon. Donc effectivement, nous avons créé la structure TCRIM il y a un peu plus d'1 an. On était en fait, si vous voulez, 3 cabinets d'administration de biens indépendants et on a décidé de franchir le cap en janvier 2023 et d'associer nos expertises différentes de façon à créer TCRIM. Donc TCRIM, c'est un cabinet d'administration de biens lyonnais avec les 4 activités, à savoir la location, la gestion, le syndic et la partie transaction. Voilà. Merci Raphaël. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Anthony Dalmoro. Bonjour Anthony. Bonjour. Donc toi, tu es président d'Alliance des énergies, spécialiste du courtage en énergie. Même chose, est-ce que tu peux te présenter ton parcours Bien sûr. Du coup, moi, je suis président d'Alliance d'énergie. Alliance d'énergie, on est une société de conseil et de courtage en gaz et en électricité, exclusivement pour les entreprises. Donc, on accompagne des sociétés de toute typologie dans la renégociation de leur contrat d'énergie. Et on a une ADN assez globale où on a l'objectif de ne pas se limiter au contrat d'énergie, mais aussi d'apporter des solutions et un package qui a vocation à être plus 360 que exclusivement sur la partie contrat gaz et électricité. Donc c'est une société qui a 5 ans et qui aujourd'hui se positionne comme un leader du marché et avec un axe un peu différenciant justement sur cet aspect un peu plus global qui est vraiment notre ADN. Merci. Voilà. Donc on échange aujourd'hui sur syndic et la gestion des dépenses énergétiques. Pour commencer, Raphaël, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un syndic de copropriété et son rôle? Bien sûr. Donc le syndic de copropriété est là avant toute chose pour gérer les parties communes d'un immeuble, quel qu'il soit. Donc c'est l'administration d'une porte d'entrée, c'est l'administration d'une alimentation d'eau, de la copropriété, d'une toiture, d'une cage d'escalier, de l'éclairage. Enfin c'est plutôt global. Donc on est un petit peu, si vous voulez, le généraliste, on va dire, du bâtiment, puisque chaque copropriétaire, lorsqu'il a une demande spécifique, s'adresse à nous avant toute chose, et ensuite nous on peut l'orienter vers les bons interlocuteurs. Ça peut justement, puisqu'on va aborder le sujet de l'énergie dans la copropriété, c'est effectivement les accompagner sur une rénovation globale d'une copropriété, donc différents interlocuteurs, maîtres d'œuvre, entreprises, etc. Donc on est là pour faire on va dire le chef d'orchestre de tout le projet qu'on pourrait avoir dans un immeuble. Voilà, tout simplement. Plutôt sur les parties communes. Parties communes, oui. Il y avait un sujet ces dernières années sur les dépenses énergétiques. À quel point l'augmentation des prix de l'énergie aujourd'hui a pu impacter justement et affecter les copropriétés? Alors, il y a 2 aspects, je pense que Raphaël le connaît bien. Il y a un aspect où il y avait des copropriétés qui avaient déjà anticipé et sécurisé leur budget. Donc ces copropriétés-là
elles n'ont pas subi de plein fouet la hausse de l'énergie parce qu'elles avaient déjà anticipé, grâce à leurs gestionnaires ou à des cabinets comme le nôtre, leurs achats. Donc, elles ont vu à la télé, mais elles l'ont pas subi. Et puis, il y a le cas où il y a certaines copropriétés qui se sont retrouvées dans l'embarras à devoir renégocier des contrats d'énergie, notamment sur les chaufferies collectives, hein, qui est la grosse dépense qui concerne le gaz et le chauffage, qui se sont retrouvées à devoir renégocier au moment où le marché était en hausse. Et c'est difficile de maîtriser parce qu'on s'attendait pas à ce que les hausses soient aussi fulgurantes, je pense. Donc plus ça augmentait et plus on disait ça va baisser, ça va baisser. Au final, ça n'a jamais baissé tout au long de l'année 2022. Donc certaines copropriétés ont dû, malgré elles, souscrire des contrats à des prix totalement fous qui pouvaient aller jusqu'à x7, x8. Donc l'impact pour ces gens-là et pour ces copropriétaires-là, il est effectivement très significatif. Hein. Je pense que mon collègue le voit encore de plus près. Donc avec des gens, je pense, qui sont dans l'incapacité de payer et qui se retrouvent avec des contrats engageants dans lesquels ils peuvent pas revenir en arrière. Un contrat d'énergie, ça se casse pas comme ça. On peut, mais ça se casse sous la contrainte de pénalité, par exemple. Donc on n'a pas vraiment le choix que d'accepter et d'aller au bout de cet engagement. Donc voilà, je dirais qu'il y a deux catégories un petit peu. Est-ce que les syndics et les copropriétés ont pu bénéficier du bouclier tarifaire comme les particuliers ? Oui, tout à fait. Donc, il fallait bien évidemment réaliser les déclarations auprès de différents fournisseurs d'énergie. Donc, c'est quelque chose qu'on a pris à cœur de réaliser pour défendre les intérêts de nos copropriétaires. Et j'ai moi sur un dossier sur lequel on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Effectivement, réaliser ces déclarations-là en temps et en heure. Encore une fois, il fallait pas oublier de le faire parce que ça a des impacts quand même assez conséquents sur une année de consommation. Donc oui, on a eu ce volet-là également à gérer pour le compte de nos copropriétaires, en effet. Anthony, comment se déroule un accompagnement pour optimiser ces dépenses énergétiques ? Alors c'est une collaboration étroite entre les gestionnaires et nous, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de collaborer avec le gestionnaire, notamment on travaille sous deux aspects. Il y a l'aspect chaufferie collective que j'ai abordé tout à l'heure, et puis il y a l'aspect électricité qui très souvent concerne les ascenseurs, les communs ou les caves. Donc on va traiter un petit peu de manière différente parce que les enjeux sont pas du tout les mêmes. Il y a des enjeux sur l'électricité qui sont un peu impactants, même si les prix augmentent, parce que ça représente des budgets qui sont assez minces, et vous avez un impact qui est beaucoup plus important, qui sont les chaufferies collectives. Donc nous, on doit collaborer avec le syndic pour l'établissement d'un périmètre. C'est la première chose qu'on va faire. On va établir un périmètre gaz et électricité. Établir un périmètre, c'est quoi ? C'est récolter l'ensemble des données de consommation copropriété par copropriété, ou du moins point de livraison par point de livraison, à la fois en gaz et à la fois en électricité. Une fois qu'on va, donc, d'où l'intérêt de collaborer avec le gestionnaire, parce que les informations, elles sont au sein du syndic de copropriété. On va établir un périmètre assez rigoureux, dans lequel il y a des informations essentielles sur lesquelles il faut surtout pas se tromper. Et une fois qu'on a établi ce périmètre, on va solliciter l'ensemble des fournisseurs pour faire une mise en concurrence, à la fois sur le gaz et à la fois sur l'électricité. Quelles sont les offres énergétiques les plus adaptées aux besoins des copropriétés ? Est-ce qu'il y a des offres particulières ? Quelles sont les différences avec les offres du particulier ? Il y a plusieurs offres. Encore une fois, moi je distingue bien, en tout cas c'est ce qu'on fait nous, la chaufferie collective et l'électricité, parce qu'on n'a vraiment pas sur les mêmes enjeux. Je dirais que la meilleure offre, il n'y a pas vraiment de meilleure offre, ça dépend du marché. On est sur un marché boursier en gaz et électricité, donc on peut pas être affirmatif sur le marché de demain. Ça serait ou alors il faudrait changer de métier, il faudrait acheter de l'énergie pour en vendre. Je dirais que quand les marchés sont très hauts, on va peut-être avoir comme c'était le cas en 2022, une tendance à s'engager sur des périodes plus courtes pour espérer une fenêtre de tir, si je puis me permettre l'expression, pour pouvoir renégocier à la baisse et pas être engagé trop longtemps. Pourquoi pas envisager de partir sur des contrats qui sont ce qu'on appelle PEG, c'est-à-dire au marché, pour pouvoir bénéficier de manière instantanée de la baisse. Alors ça peut paraître un peu complexe, mais l'enjeu il est tellement important pour les copropriétaires que ça nécessite quand même de s'y intéresser. Et après, sur un marché tout à fait, j'allais dire moins volatile, ce qu'on connaît un peu aujourd'hui ou ce qu'on connaissait avant crise, on va plutôt s'orienter en collaboration avec les copropriétaires et le syndic de copropriété, plutôt s'orienter sur des prix fixes qui permettent au syndic d'avoir une vision budgétaire un petit peu de ce qu'il va avoir en appel de fonds pour les sujets d'énergie. Donc
En général, quand même, la stratégie la plus envisagée, hein, je pense, Raphaël, c'est de s'orienter sur des contrats qui sont fixes, avec des périodes qui sont plus ou moins longues, mais en général, on va être sur des contrats de 3-4 ans, voilà, pour que justement les propriétaires se disent « je sais combien je vais payer ». Ils ont de la visibilité. Mon prix va pas bouger. Et aussi, côté syndic, il y a quand même un gros boulot qui consiste à faire des appels de fonds et du coup, c'est beaucoup plus maîtrisé. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie idéale. Il y a une stratégie adaptée au marché. Et c'est tout l'intérêt de cabinets comme le nôtre, c'est de pouvoir justement faire preuve de pédagogie par rapport à ça. Pour maîtriser son poste de dépenses énergétiques, effectivement, donc il y a une première partie, c'est sur la négociation de son contrat en tant que copropriétaire. Il y a une deuxième partie, on entend beaucoup plus parler en ce moment sur les performances énergétiques des logements. Comment le syndic il peut sensibiliser les copropriétaires sur l'importance de l'efficacité énergétique d'un bâtiment? L'objectif, c'est effectivement de pouvoir maîtriser ses dépenses en fait, notre objectif, c'est de toujours anticiper ce type de problématique dans une copropriété et nous, on les accompagne là pour une certaine durée, puisque un projet de réalisation de travaux d'économie d'énergie, c'est sur de nombreuses années, puisque chaque décision étant validée par une assemblée générale. Donc on se doit, nous, d'anticiper un petit peu tout cela. C'est pas toujours facile, parce qu'on a quand même des phases où on ne maîtrise plus tout cela. C'est pour ça que vous nous accompagnez sur ces dossiers-là. Mais effectivement, nous, l'anticipation, c'est de faire réaliser déjà un diagnostic performance énergétique du bâtiment en vue d'améliorer toutes les caractéristiques de la copropriété. Tout dépend bien entendu de l'ancienneté du bâtiment et des contraintes techniques que nous pouvons avoir. C'est ce qu'on appelle le DTG ? C'est pas le DTG, non. Le DTG englobe, si vous voulez, l'audit énergétique et va un petit peu au-delà de l'économie d'énergie. Non, là, on parle vraiment de l'audit énergétique préalable, donc autrement dit un DPE, qui va effectivement faire une analyse du bâtiment, quelles sont les déperditions, quels sont les points d'amélioration qu'on pourrait apporter, et ensuite on passe dans une autre phase, à savoir réellement la technicité du dossier et les différents volets d'amélioration qu'on pourra avoir. Ça passe par la chaufferie, ça passe par l'isolation des façades, des planchers bas des caves. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et puis ensuite, il y a une cible à atteindre, surtout de classification énergétique qui nous permettent, mais ça aussi, je pense qu'on y reviendra dessus, d'obtenir des subventions en conséquence. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter ce que c'est un DTG? Est-ce qu'il est obligatoire? Alors le DTG, effectivement, la législation nous impose de le faire approuver en assemblée générale. On va même un petit peu plus loin parce qu'il y a le DTG et le plan pluriannuel de travaux, le PPT. Voilà. Donc le PPT, lui, il englobe une phase d'économie d'énergie, mais il va bien au-delà de cette phase-là. Donc le DTG, effectivement, aujourd'hui, il est aujourd'hui imposé par la législation. Donc à nous d'anticiper tout ça, et de l'expliquer, de faire beaucoup de pédagogie également auprès de nos copropriétaires, de façon à ce qu'ils l'approuvent, parce que c'est ça la finalité, c'est qu'ils l'approuvent en assemblée générale. Tous ne le font pas. Voilà. Qui initie aujourd'hui le DTG, les audits énergétiques? On va dire qu'on travaille de concert avec le conseil syndical, parce que le conseil syndical est un point essentiel à jouer dans le dossier, parce qu'il est porteur de ce projet. Donc effectivement, il est initié par nous à la base, mais avec un accompagnement du conseil syndical, de façon à pouvoir effectivement expliquer les choses aux autres copropriétaires, parce qu'ils sont l'interface entre le syndic et les copropriétaires. Donc ils ont eux aussi un rôle très important à jouer dans tout type de dossier, et particulièrement de celui-ci dans une copropriété. Oui. D'accord. Quels points peuvent être importants à vérifier pour un acquéreur, Anthony, sur la performance énergétique de sa copropriété? Est-ce qu'il y a des documents
à vérifier? Je pense que c'est une enveloppe assez générale. Alors, il y a plein de sujets importants à vérifier. Le contrat d'énergie, c'est un des sujets à vérifier. Je pense quand on achète, s'il y a un contrat d'énergie sur une chaufferie collective, je pense qu'il faut y être attentif. Ça, on a de la visibilité quand on souhaite acquérir un logement, justement. Bien sûr, je pense qu'il faut demander à son syndic, et le syndic qui gère l'immeuble en question est tout à fait en capacité de fournir une facture d'énergie dans laquelle vous aurez le prix et l'échéance qui vous permet justement d'identifier combien, est-ce que le prix est compétitif, est-ce qu'il l'est pas, et s'il l'est pas, jusqu'à quand. Voilà. Et puis après, il y a une enveloppe globale qui va être les dépenses, je pense, qui sont aussi rendues publiques quand on vend un bien. L'enveloppe du bâtiment, est-ce que le bâtiment a subi des travaux, est-ce qu'il en a pas bénéficié plutôt, est-ce qu'il a une façade qui est isolée, est-ce qu'il a des combles isolés, est-ce que, comme disait Raphaël, est-ce que les planchers bas ont été isolés, est-ce que le calorifugage a été fait. Je pense que c'est une enveloppe sur laquelle aujourd'hui les gens qui achètent doivent de plus en plus se renseigner. Voilà, c'est-à-dire que pas se contenter juste d'acheter un appartement, mais de se renseigner un peu plus sur l'enveloppe générale du bâtiment, des travaux qui ont été faits en général. Je pense que les propriétaires se renseignent un peu de plus en plus. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était un point essentiel dans la phase de transaction. Le DPE, déjà d'origine du logement, est très très important dans le cadre d'une transaction. Et effectivement, par conséquent, si le DPE de l'appartement est pas favorable, il est bien évident que ça aura inévitablement un impact sur les travaux engagés dans une copropriété, parce que on est là quand même aussi pour conseiller nos clients. L'origine bien souvent de la problématique dans un bâtiment, c'est quand on fait justement un DPE d'un logement privé. Donc j'ai eu la chance effectivement moi encore une fois d'accompagner une résidence sur des travaux d'économie globale, on va dire d'énergie, et ce qui a déterminé effectivement tout ça, c'était à l'origine un DPE d'un logement pris à part. Voilà. Donc là, à nous de les alerter effectivement en assemblée générale en leur expliquant qu'effectivement on a un DPE qui n'est pas très favorable pour tel ou tel client, et comment on pourrait aller vers l'amélioration de ce diagnostic-là. J'allais y venir justement, comment le choix des travaux il est décidé en assemblée générale, toujours la même question, qui les initie? Peut-être vous, en tant que syndic de copropriété, on peut les initier, peut-être ça peut être des propriétaires. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que ça revient du coup à ce que tu disais tout à l'heure dans le plan pluriannuel de travaux? Comment est organisé tout ça? L'organisation, elle est entre guillemets relativement simple. C'est effectivement, comme je l'expliquais, un DPE d'un logement qui est pas favorable. Ensuite, à nous d'informer nos copropriétaires en assemblée de cet état de fait, de la vision dans plusieurs années de cette problématique-là, parce qu'aujourd'hui, on fait faire un diagnostic performance énergétique d'un logement. Si on n'a pas je dirais le projet de le mettre en location ou de le vendre, bon, voilà, on fait un constat à un instant T, mais cela effectivement impacte, quoi qu'il en soit, un propriétaire bailleur ou un copropriétaire. Propriétaire bailleur, on le sait, aujourd'hui nous avons des obligations avec des échéances, donc tout ce qui est classé G, F et E, on a quand même des problématiques à court terme, parce que de toute façon G et F, on y est déjà. Ça impacte non seulement la mise en location, mais également les possibilités de fixation du loyer, puisque aujourd'hui, quand on est classé F, par exemple, on n'a plus la capacité d'augmenter le loyer. Donc, c'est-à-dire que là, on fige le loyer. Et le jour où un copropriétaire envisage de vendre, bien évidemment que l'acquéreur va regarder cela en priorité. Voilà. Est-ce que dans le choix des offres énergétiques, vous prenez en compte justement les travaux qui vont être envisagés de faire dans les prochaines années? Dans quelle mesure vous prenez cette notion-là de rénovation énergétique? En fait, on la prend en compte oui et non, c'est-à-dire que ça ne va pas impacter le prix de la molécule. En revanche, ça va impacter le volume sur lequel le fournisseur s'engage. Donc nous, la chose sur laquelle on est très attentif, c'est que quand vous faites un
un contrat d'énergie, notamment sur une chaufferie collective, les volumes ils sont conséquents. Et le fournisseur qui sera choisi, lui, pour pouvoir garantir ce prix, achète le volume qu'il estime nécessaire pour les 3 prochaines années. Et du coup, s'il y a des travaux, le volume il va naturellement baisser. Et du coup, le fournisseur, lui, s'engage sur un volume qui va peut-être pas le livrer. Et derrière, si le marché augmente et que si le marché baisse, et que la consommation elle baisse aussi, le fournisseur va se retrouver à avoir acheté un volume supérieur à ce qui est nécessaire et ce volume-là va être revendu sur le marché à un prix plus bas que ce qu'il a été acheté parce que le volume a baissé. Donc là où nous, on est attentifs, mais ça c'est un peu ce qu'on voit pas, c'est que nous, on va travailler sur le contrat plus, où on va faire en sorte que le fournisseur soit au courant de ces travaux-là pour qu'il source des volumes qui soient le moins approximatifs possible et surtout qu'il n'y ait pas de clauses qu'on peut appeler tunnels de consommation qui sont un engagement de consommation. Certains fournisseurs, je pense que peut-être que tu as eu l'expérience, certains fournisseurs, c'est assez compréhensible, vont demander à ce que le contractant s'engage à une consommation donnée définie au préalable. Donc si nous, on n'est pas attentif à ça, on peut se retrouver avec des pénalités qui sont très conséquentes parce qu'on va dire, mais moi j'ai acheté X volume et tu en as consommé Y, quoi. Donc je fais quoi de ce volume-là? Donc là, c'est plutôt nous, contractuellement, à la fois bien calibrer le volume qui sera nécessaire et à la fois faire en sorte que la copropriété n'ait pas de clause d'engagement de consommation. Voilà, je pense que c'est une notion qui est très importante en ce moment, notamment avec tous ces décrets, ces nouvelles lois qui permettent aux copropriétaires de bénéficier de travaux et du coup de moins consommer, mais le contrat peut avoir un impact et il faut veiller à ce que l'impact ne soit pas négatif pour les copropriétaires et pour le syndic évidemment. Dans cet environnement justement des performances énergétiques, donc quand on souhaite acheter un logement, on va regarder le DPE, sa classe, comme tu disais tout à l'heure, en fonction de sa lettre. Donc un investisseur immobilier, que ce soit pour sa résidence principale ou du locatif, il va regarder le DPE, il va pouvoir faire des travaux à l'intérieur de son logement. Mais bien souvent, il faut aussi faire des travaux dans la copropriété pour améliorer les performances énergétiques de tous les logements. Est-ce qu'il y a des aides financières qui sont disponibles pour les travaux d'amélioration énergétique dans la copropriété? Oui, bien sûr. Donc, toujours sur le même exemple d'accompagnement d'une copropriété sur la rénovation énergétique, on a, on va dire, 3 volets de subventions possibles. On a bien entendu la commune sur laquelle se trouve la copropriété. Vous avez la métropole également qui intervient sur les travaux subventionnables. Et enfin, sur certaines copropriétés, même quasiment la totalité aujourd'hui, vous avez l'ANA. Donc les 2 premières subventions qu'on peut aller chercher sont finalement des forfaits. Et en revanche, le 3e volet qui est géré par l'ANA vient prendre en considération la classification, on va dire, socio-professionnelle de chaque foyer. Voilà. Donc on peut avoir des copropriétaires dits classiques. Vous pouvez avoir des copropriétaires considérés comme modestes et très modestes. Donc effectivement, là, vous avez une large possibilité d'obtenir des subventions, et typiquement pour des classifications très modestes. Pour l'avoir rencontré, ce dossier-là, effectivement, ticket moyen de travaux pour chaque copropriétaire dans ce projet-là qu'on a mené. Donc ticket moyen de travaux était de 17 000 €, et on avait des foyers qui étaient considérés comme très modestes, ont financé 1 000 € de leur poche. Ce qui veut dire qu'on vient chercher quand même des subventions quand même relativement importantes pour ces foyers-là. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de travaux qui peuvent être engagés dans une copropriété pour améliorer la performance énergétique? Oui, bien sûr. Donc, toujours pour ce dossier-là, on a fait une rénovation globale énergétique, c'est-à-dire qu'on part de haut en bas. Donc, nous avons rénové les toitures terrasses en apportant une isolation complémentaire. On a rénové les façades en venant mettre une isolation par l'extérieur. On a également isolé les planchers bas des rez-de-chaussée. Et enfin,
Nous avons également réalisé le calorifugage de tout le réseau de chauffage qui se trouve en vide sanitaire. Donc là, une déperdition énorme, hein, il faut le savoir. Et on a également réalisé sur ce projet-là le remplacement de toutes les fenêtres de la copropriété ainsi que les volets roulants. Donc vous voyez là, vraiment un sujet global. Et là, on pouvait pas faire plus, voilà, pour la copropriété. Mais l'avantage, c'est qu'on est quand même passé d'une classification de E initialement à C. Ça, c'était pour la classification de la copropriété? Tout à fait, oui. Donc la cible étant le C pour obtenir justement l'intégralité de ces subventions qui sont quand même conditionnées. Voilà. Anthony, est-ce que tu as déjà pu accompagner justement certains de tes clients syndics copropriétés de avant à après des travaux? Est-ce que justement tu as pu avoir des impacts significatifs sur les dépenses énergétiques d'une copropriété? Alors, nous, on les accompagne dans une dimension conseil, c'est-à-dire que on va collaborer avec le syndic pour les mettre en relation avec des cabinets d'audit ou des cabinets, des AMO avec lesquels on peut travailler. On réalise pas les travaux chez Alliance Énergie, mais on a plus cette dimension conseil. En général, les copropriétés pour lesquelles on a mis en relation nos partenaires avec qui on travaille, il y a toujours des bénéfices, hein. Je crois que c'était ça votre question, savoir avant, après, mais il y en a toujours parce que comme disait Raphaël tout à l'heure, il y a quand même une phase, plusieurs phases qui viennent se compléter et qui sont quand même assez rigoureuses et nécessaires, notamment avec une phase d'audit qui donne lieu à des scénarios avec des préconisations de travaux bien spécifiques, avec un AMO et un maître d'œuvre qui suit les travaux. Un AMO, tu peux préciser? Eh ben, l'assistant maître d'ouvrage, lui, va accompagner en collaboration avec la copropriété et le syndic et coordonner l'ensemble des travaux. Et il va identifier aussi les sujets, de par l'audit, les sujets à forte valeur sur les aspects économiques. Donc, on se lance pas tête baissée dans ces genres de travaux-là. On sait déjà, il y a déjà un objectif avant travaux de ce qu'on veut atteindre. Après, il peut y avoir peut-être des ajustements, mais globalement, les audits sont quand même assez bien faits aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et toutes les subventions auxquelles on peut prétendre sont liées aux économies d'énergie qu'on va pouvoir réaliser. Donc forcément, il y a des économies qui sont réalisées au bout de ces travaux-là. Tu parlais tout à l'heure d'isolation par l'extérieur. Est-ce que c'est possible? Et je pense parfois à des immeubles type haussmannien, où, par exemple, pour conserver, on va dire, le bâtiment dans son état d'origine, ça peut être compliqué. Est-ce que parfois c'est impossible? Et comment on peut améliorer quand même la performance énergétique d'une copropriété si on est bloqué sur ces éléments-là? Ouais, alors effectivement, la typologie des bâtiments, tu le dis là, très justement sur les bâtiments type haussmannien, et bien évidemment que l'isolation par l'extérieur ne va pas être envisageable, d'autant qu'en plus on est quand même lié par les avis des architectes des bâtiments de France. Donc là, clairement, on peut pas y aller. Donc la seule possibilité aujourd'hui de pouvoir isoler un bâtiment, c'est évidemment envisager l'isolation des toitures. Et encore que, on a quand même les bâtiments de France qui nous bloquent les dossiers sur certains volets. Donc on ne peut pas faire aussi tout ce qu'on veut sur une toiture, mais inévitablement là, on va être obligé d'envisager une isolation par l'intérieur du bâtiment. Donc c'est aujourd'hui la seule possibilité que nous avons à mettre en regard face à ces déperditions énergétiques. Donc oui, la typologie des bâtiments n'est toujours pas simple sur ce type de dossier, mais on compte énormément sur effectivement les maîtres d'œuvre qui sont là aussi pour nous apporter des solutions techniques sur ce type de projet. Oui. On parle de DPE depuis plusieurs mois comme un indicateur important dans la prise de décision pour un acheteur. Est-ce que la performance énergétique des copropriétés est aussi un facteur de décision dans l'achat d'un bien immobilier? Est-ce que vous avez pu le constater? Oui, enfin, je prends la parole, mais effectivement, oui, aujourd'hui, ça a un impact extrêmement important. Hein, parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'un appartement qui est classé G si vous envisagez d'être un propriétaire bailleur et de le mettre en location?
pouvez plus rien en faire aujourd'hui. Donc effectivement, ça a un impact très très important et quelquefois la technicité aujourd'hui ne nous permet pas d'apporter des solutions factuelles à nos propriétaires bailleurs. Donc aujourd'hui bien bloquant. Là également, il y a quand même des modifications législatives puisque par rapport toujours au DPE, hein, la loi change un peu pour notamment les petites surfaces, tout ce qui est à moins de 40 mètres carrés, le diagnostic performance énergétique est revu un petit peu différemment sur certains critères d'application des calculs. Hein. Là, je rentre pas dans le détail puisque là, c'est plus les auditeurs qui effectivement seront plus à même de répondre à cela. Mais effectivement, on a quand même une tendance qui permet de dire qu'effectivement, ils prennent en considération la typologie du logement, la surface, l'exposition, etc. Donc ça a une tendance à évoluer et je pense que c'est pas fini. Ok. Puis il y a un sujet, si je peux rajouter, bien sûr, important, c'est que à Lyon, le mètre carré il coûte cher et quand on est dans des immeubles avec une façade qui n'est pas sur laquelle on peut pas faire de l'isolation intérieure, on fait de l'isolation extérieure, on fait de l'isolation intérieure, comme disait Raphaël, mais on perd du mètre carré du coup. Bien sûr. Et du coup, quelqu'un qui achète un immeuble dans un appartement avec une façade haussmannienne, s'il veut, ou s'il a l'obligation pour atteindre le DPE souhaité de faire de l'isolation intérieure, il faut bien qu'il prenne en compte qu'il va perdre du mètre carré. Bon, le mètre carré. Et par conséquent, un prix de loyer qui sera en diminution, puisque je vous le rappelle, hein, nous sommes dans une commune, oui, effectivement, où l'encadrement des loyers s'applique, hein, ainsi qu'à Villeurbanne, bien entendu, mais en effet, ça a un impact, et tu fais bien de le préciser, ça a un impact très important là également pour les propriétaires bailleurs, et je dirais même pour les copropriétaires qui envisagent de vendre, puisqu'on perd de la surface. Voilà. On approche de la fin de ce podcast. Anthony, pour résumer, pour faire une petite synthèse, est-ce que tu peux nous donner 2-3 éléments pour un investisseur immobilier qui souhaite acheter de l'immobilier, 2-3 éléments à garder en tête d'un point de vue charge de copropriété, qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde précisément? Je dirais en premier lieu le diagnostic de performance énergétique qui est présent et qui donne une indication. Hein. Si on achète un immeuble qui a été construit récemment, on sera probablement dans des diagnostics énergétiques très favorables. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Je pense pour les bâtiments qui sortent de terre aujourd'hui, les optimisations sont faites au préalable dans la construction. Et pour les bâtiments qui sont plus anciens, toujours le diagnostic. Et si le diagnostic est plutôt tend plutôt vers des EF, prendre connaissance des contrats d'énergie en vigueur, des moyens de chauffage, parce qu'on n'a pas que des chaufferies collectives aussi, il peut y avoir des chaufferies individuelles au gaz, à condensation ou à l'électricité. Donc prendre connaissance de ces éléments-là, de regarder quelles sont les possibilités de travaux. Est-ce qu'il y en a qui sont en passe d'être votés aussi? Ça, faut y être attentif, parce que si on achète et que ça n'a pas été voté, on devra payer ces travaux-là. Est-ce qu'il y en a qui ont été votés et qui vont se réaliser? Pour le coup, on va pas les payer, mais on sait qu'ils vont se faire. Donc je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être attentif. Et regarder l'enveloppe générale, s'il y a rien qui a été voté ni qui est à l'ordre du jour, regarder un peu l'enveloppe générale pour pouvoir peut-être anticiper les futurs travaux qui seront faits dans les années à venir. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'a mis en place l'État est quand même assez bien fait et permet notamment aux gens qui achètent des logements dans des bâtiments un peu plus vieux de se projeter peut-être avec moins de risques ou avec un peu plus de visibilité sur ce à quoi ils auront droit. Voilà. Merci. Tu avais quelque chose à rajouter sur ce sujet-là en tant que syndic de copropriété, peut-être pour éclairer des investisseurs immobiliers où c'est leur premier achat, des éléments à prendre en compte sur comment ça se passe en assemblée générale, bien sûr. sur ces sujets-là? Donc oui, effectivement, aujourd'hui, nous, on est là quand même pour accompagner nos clients, hein, que ce soit propriétaires, bailleurs, copropriétaires, encore une fois, leur apporter notre analyse de la situation, les conseiller sur les travaux envisageables, ne serait-ce qu'avec le diagnostic performance énergétique et ensuite le PPT. Donc il faut en plus chaque copropriété est unique, hein, donc il faut vraiment qu'on ait une analyse assez ciblée sur chaque immeuble. Donc on est là pour les accompagner sur tous ces sujets
avec grand plaisir. Je sais que c'est quelque chose de très technique hein, pour quelqu'un qui n'est pas averti sur la technicité effectivement des bâtiments, des travaux à envisager et autres, et de la législation qui est en perpétuel mouvement. Donc, qu'ils n'hésitent pas à nous Ils sont accompagnés par le syndic de bien copropriété entendu, pour justement avoir un peu des éclairages. ou son gestionnaire locatif, voilà, puisque effectivement, encore une fois, on est là pour voir une globalité du bâtiment, de la typologie de l'appartement, de son exposition, etc. Donc c'est très détaillé, hein, mais effectivement, on est là pour les accompagner sur chacune de leurs questions. Merci à tous les deux pour votre présence d'aujourd'hui. 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne. On vous répondra avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit like ou 5 étoiles sur les différentes plateformes que vous pouvez écouter. Et puis si vous avez des suggestions de personnes que vous souhaitez voir dans ce podcast, n'hésitez pas à nous les indiquer aussi en commentaire. Merci beaucoup, à bientôt.